Bonjour, Bonjour, bonjour. welcome, Bonjour. bienvenue. Bonjour, Bonjour Isabelle. Georgie. Bonjour Ismaël. Ah, on n'a Bonjour. pas la piscine aujourd'hui. Ah, on a Non. des fidèles, c'est génial. Ouais. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment s'appelle ce personnage, Ismaël? J'arrive pas. C'est Zelda, hein? C'est Ah non, non? ah non. Zelda, Oui, c'est une fille. j'ai dit une bêtise. Zelda, c'est une fille. C'est la Ouais. princesse. Ah oui, oui, c'est du jeu Zelda. Je sais plus. J'ai Ouais, plus tout le à fait, prénom. tout à fait, Ouais. tout à fait. Oui, c'est Link. Link. Lui, il sauve la princesse et le monde. Bonjour Corinne. Bonjour. Ouais. Bonjour à Impec. toutes et à tous. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous faites là? De quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? À cette heure tardive. Et pourquoi sommes-nous réunis ce soir? Apéro. Je suis Bah, passé par super, à hasard. l'eau minérale, génial. Et encore, hein, c'est ma deuxième. Alors, il y a quelques têtes connues. Est-ce que vous pouvez mettre dans la petite fenêtre de conversation l'endroit où vous êtes aujourd'hui? Je vais commencer. Ah oui. On fait un petit icebreaker. Ouais. Montréal. Montréal. Ouais. Montréal. Ah oui, d'accord. Paris, Nantes, Lyon. Comment Waouh, ça les quatre s'écrit? coins de la France. Bettembourg. C'est connais où, pas. Bétambourg? Bétambourg, c'est au Luxembourg. Ah, mais oui. Yeah, rock'n'roll. Saint-Malo, quelle belle ville. Pardon, je t'ai envoyé à toi, Philippe, j'ai pas envoyé à tout le monde. Saint-Quentin, Nancy. Ah ben on va faire le tour de France là. Ah mais Régine. Régine est partie là. Ça y est, elle ne s'arrête oui. plus. Oui. Régine ne parle plus. Régine Pas a fait, mal, pour pas ceux qui mal. n'étaient pas là, a fait une petite vidéo la dernière Ouais. fois sur, en utilisant ce système comme ça, Ouais. de dessin, de mains qui viennent positionner Pas mal du les tout. éléments. Voilà, donc maintenant on ne l'arrête plus. Tout à fait. Voilà. Ah, c'est sympa c'est d'entendre très bien, votre douce c'est très voix, bien. Régine. Non, parce que le visuel c'est bien, mais la voix c'est bien aussi. Ouais. Ah, ben oui, c'est sûr. Mais en fait, il faut que je change mon arrière-plan, quoi, surtout. Ok, c'est parti. On y va les Eh ben, garçons? c'est parti. Alors, hop. Tu fais timekeeper, c'est très bien. Yeah. Tu jettes un œil sur les participants qui arrivent dans la salle d'attente. Tu les fais venir? Je regarde Ok. aussi. Hein? Bah, je vais Pas de regarder souci. également. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, il y en a? Non, c'est plus possible ça. On a une petite fenêtre conversée pour discuter, comme on a fait pour donner nos situations géographiques respectives. Vous avez la main sur votre micro pour l'ouvrir et fermer votre micro quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à prendre la parole, à nous interrompre quand vous voulez. Et puis vous avez aussi la possibilité dans la petite fenêtre participant de réagir en levant la main pour nous interpeller. Voilà, mais prenez la parole quand vous le voulez. On a dans l'assemblée, on a Isabelle à qui on donnera particulièrement la parole au moment où on parlera en détail des outils auteurs et des expériences avec les outils auteurs. Et puis on est là jusqu'à 19h avec Virginie et Nicolas. Je suis super content de retrouver mes amis et de vous retrouver ce soir pour parler de ces outils auteurs.
Allez, c'est donc en 2 parties. On va démarrer la première. On se reverra jeudi prochain, pour ceux qui le souhaitent, à la même heure, pour faire un complément. Mais avant toute chose, je vais vous demander de nous dire pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un outil auteur? Et qu'est-ce qu'on attend d'un outil auteur? Donc, pour faire ça, je vais vous demander de nous dire ça avec WooClap. Ça vous permettra de découvrir cet outil si vous ne le connaissez pas. Je vous ai mis dans la fenêtre de conversation le lien vers le WooClap. Et quand vous allez arriver voilà, sur le lien de WooClap, il suffit juste de mettre votre pseudo et de me dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un outil auteur? Pourquoi est-ce qu'on utiliserait un outil auteur? Pour concevoir des formations e-learning, pour des interactions complexes, pour multiplier des approches pédagogiques. Pour la formation asynchrone. Définition d'un outil auteur. Eh ben, on va y venir justement, d'un outil auteur. Pour créer des... Alors, vous savez lire, hein, mais pour créer des contenus pédagogiques, motion design didacticiel, pour se simplifier ou se complexifier la vie. Et oui, et on va voir qu'on a aussi des... pas que des bonnes choses. Configurer une plateforme LMS, des scénarios sur mesure. Oui, pas mal. Alors, définition d'un outil auteur. Est-ce que quelqu'un a une définition à nous soumettre? Ouvrez votre micro et dites-nous comment vous définissez un outil auteur. Qui se lance? Qui se lance? Qui a une définition à nous proposer? Ouais, même succincte, hein? Ça inspire. Hein. Ouais. Sinon, on vous donnera pas de nom d'outil. La prochaine. Comment? J'ai un support pédagogique. Ça, c'est ce qu'on produit avec un outil auteur. Bon. Mais en même temps, voilà, c'est à deux, vous avez trouvé une définition. Ouais. C'est pour ça que je suis venue, parce que je ne connais pas. Alors, justement, avant de voir la longue liste des outils auteurs et ce qu'on peut produire avec, pourquoi est-ce qu'on choisit un outil auteur? Parce qu'on prend un outil auteur, en général, pour ça. Alors, vous nous avez déjà dit plein de choses hein, pour des scénarios sur mesure, pour faire de la formation asynchrone, mais en fait, un outil auteur, ça permet de produire des contenus et produire vite, faire beau si possible, avoir un contenu qui peut marcher dans un LMS, pouvoir sous-traiter la production avec un outil standard dont on connaît les caractéristiques et dont on va imposer le choix aux sous-traitants. Faciliter la maintenance, si on a utilisé un outil du marché pour produire du contenu, ça veut dire que tous ceux qui ont cet outil peuvent réintervenir. Vous, par exemple, si vous avez le même outil que le prestataire qui a produit le contenu, travailler à plusieurs, parce que les productions multimédia de formation maintenant sont des productions en équipe. Et donc, ça permet au sein d'un même outil de produire des contenus à plusieurs, de se partager des éléments communs, de faire des révisions, de faire des commentaires, d'ajuster, etc. C'est l'incontournable de la production de contenu multimédia, de contenu digital de formation, d'outils auteurs. Et
les tout premiers outils auteurs, alors c'est là que vous allez croire que je me fais une teinture, et vous allez me dire, mais dans cette Philippe, époque-là, il devrait déjà avoir des cheveux blancs. Philippe, Oui, je comprends pas le premier point. pour abandonner PowerPoint, Ouais. meurs PowerPoint, meurs. Euh, PowerPoint, ça ne sert à rien pour produire du contenu de formation digitale. PowerPoint, ça produit des slides. PowerPoint, ça produit un support de présentation pour un animateur, mais pas pour produire des contenus de formation digitale. Là, si je n'avais que le PowerPoint que je vous présente et que je mettais ça en ligne, ça n'est pas une formation. Donc c'est insuffisant. Et ça n'a pas que... Alors on n'est pas là pour faire le procès de PowerPoint, mais ça n'a pas de style. On ne peut pas travailler à plusieurs. Il n'y a pas la notion de révision. Il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interactivité, ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'interaction facile. C'est très bien pour ce que ça fait. C'est très bien pour faire une ou deux planches, pour faire des petits dessins, des gribouillages. Mais ce n'est pas un outil qu'on peut recommander comme outil de production professionnelle et industrielle pour du contenu de formation à destination de faire du digital learning. Et je rajouterais, si on l'a mis, c'est que encore aujourd'hui, on peut constater souvent chez nos clients des productions dites de formation faites avec PowerPoint. Ça existe encore. Oui. Je confirme. Ah. C'était une perche tendue. On a mis les pieds dans le plat. Virginie, Nicolas, vous auriez d'autres arguments pour choisir un outil auteur? Alors, pourquoi un outil auteur? Moi, ce que je trouve pratique dans la plupart des outils auteurs, c'est qu'on peut vraiment mélanger déjà différents médias. Donc, ça va permettre d'alterner en termes de démarches pédagogiques, d'avoir des démarches pédagogiques diverses et variées, et donc d'un petit peu tout ça, ce qui est pédagogiquement parlant n'est pas inintéressant. Ouais, puis c'est nécessaire, hein. L'outil auteur, finalement, est nécessaire aussi il a été nécessaire au moment où ils ont commencé à apparaître spécialisés à une époque où on n'avait pas encore les cheveux aussi clairs, hein, Philippe, parce qu'il s'agissait de structurer aussi une activité, de permettre d'aboutir à des métriques d'industrialisation, de production de contenu. Et pour cela, un outil permettait de peut-être un petit peu mieux évaluer, ou en tout cas d'évaluer comme on le souhaitait, en essayant de contenir les budgets, d'évaluer les différents postes de dépenses qui sont l'ensemble des rôles qui interviennent sur la production d'un contenu. Et les outils auteurs ont toujours été là pour essayer de nous faciliter la production et faire en sorte que l'on produise de façon plus productive et que ça donne naissance à un marché qui soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est vrai que beaucoup s'appuyaient sur du PowerPoint historiquement. On importait même directement, et on peut toujours le faire dans beaucoup d'outils, importer de vilains PowerPoint. C'est une catégorie de contenu, mais là, on parle des outils. Ça s'appelle du rapid learning, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, quand je disais que... Sous question, pourquoi est-ce que dans les formations, vous utilisez PowerPoint alors? En classe virtuelle? Là maintenant. Parce que ce n'est qu'un support de la formation. Ce n'est pas la formation. C'est qu'un support de la formation. C'est un support de présentation. Exactement. Et alors que quand on fait de la formation à distance, des contenus de formation à distance en digital learning, le contenu, c'est la formation, principalement. Et puis là, par exemple, Philippe a utilisé un autre outil juste avant. On a fait, lors de classe virtuelle, on vous a fait tester plein d'autres outils. Donc voilà, il n'y a pas que le PowerPoint, mais c'est vrai que c'est un support visuel qui est simple à maîtriser, à mettre en place, etc. Que tous les formateurs utilisent, c'est tout. Oui. Ouais, exactement. Mais en effet, même en classe virtuelle, c'est sûrement pas le seul à utiliser. Et depuis qu'on utilise des machines pour faire de la formation, il y a des outils auteurs. C'est pour ça que je vous disais que vous allez croire que j'ai des cheveux blancs, mais depuis 1985, quand il y a eu des CD-ROM, des DVI, des vidéos interactifs, les premiers outils auteurs sont apparus.
quand on a utilisé les premiers IBM PC pour faire de la formation, les premiers outils auteurs sont apparus. Ils s'appelaient Ego, Duo, Tancor, etc. Totalement disparus du paysage aujourd'hui, parce que ça fait 35 ans. Mais depuis qu'il y a, et bien avant l'apparition de PowerPoint, hein, depuis qu'on utilise des machines, il y a des outils auteurs. Peut-être rajouter effectivement que la différence par rapport au PowerPoint, c'est que le PowerPoint, il va être utile quand on est en synchrone, comme ici, quand on a une interaction directe, alors que l'outil auteur, c'est pour produire des modules qui sont utilisés seuls. En fait. Ouais. L'asynchrone. OK. Alors, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Virginie, je te donne la main. Tu nous Ok, fais une allons-y. petite démo. On va vous montrer un outil auteur pour que vous compreniez comment ça fonctionne pour produire du contenu. Alors, hop, je vais partager mon écran. Et voilà. Ce qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est un outil qui s'appelle Rise. Vous connaissez peut-être l'outil Articulate ou Storyline. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, oui. Ouais, très bien. Et dans cette suite, vous avez un outil qui s'appelle Rise, qui est un autre outil auteur. Alors, pourquoi on a choisi de vous le présenter? 2 ou 3 raisons à cela. D'une part, il est extrêmement simple à prendre en main, une demi-heure, 1 heure pour le prendre en main, versus d'autres outils pour lesquels il faut 1 journée, 2 jours, 3 jours, voire plus. Donc ça, c'est intéressant. Il est moderne puisque on sort du cadre du PowerPoint en mode paysage et que là, on est plutôt sur un format inspiré du web. Il passe très bien sur tous les supports. Il est vraiment purement multi-device, c'est-à-dire que finalement, l'expérience utilisateur, elle est aussi bonne sur PC, sur tablette que sur téléphone. Voilà les quelques raisons pour lesquelles on a choisi de vous présenter Rise très rapidement. Alors, je vais le mettre en plein écran. Et déjà, en fait, ce que vous voyez là, c'est un petit peu l'envers du décor. C'est Rise quand vous êtes en train de le créer. Donc, vous avez en fait très simplement un des éléments que vous pouvez créer. À chaque fois, vous avez ce petit plus. Et quand vous cliquez sur ce petit plus, eh ben, vous avez toute une série d'éléments que vous pouvez rajouter. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Vous avez du texte, des photos, des galeries de photos, mais vous pouvez aussi rajouter du multimédia avec du son, de l'audio, de la vidéo, des éléments intégrés dans du code. Vous pouvez rajouter, pour ceux qui savent faire des activités dans Articulate, vous pouvez aussi rajouter des activités Articulate, Storyline, des boutons d'interaction. Il y a des photos avec des hotspots, je vous montre ça, c'est très sympa. Donc vraiment plein de petites choses très simples à intégrer. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer des quiz, donc des différentes typologies de questions. Et puis, vous pouvez paramétrer vos modules de façon, avec les dividers par exemple, de façon à ce que soit les personnes puissent naviguer librement dans votre production, soit obligées de suivre les étapes et d'aller jusqu'au bout de chaque étape pour avoir accès à la suivante. Pardon. Donc, c'est, vous voyez, extrêmement simple. Vraiment, en une demi-heure, 1 heure, vous avez fait le tour de l'interface. Là, je vous montre ce que ça donne. Là, on a par exemple très simplement intégré une petite vidéo. On a intégré du texte et une image. Ici, on a fait des quiz qu'on a accompagnés de pictos pour que ce soit un petit peu plus visuel. Donc, vraiment, à chaque fois, c'est je clique sur le petit plus et puis j'intègre mes éléments. Alors, pour que ça aille vite, alors je vais vous montrer le preview, ce que ça donne rapidement. Et je vais vous le montrer. Et en plus, je vais vous le montrer en mode... quand on est par exemple en téléphone. Ce qui est sympa aussi avec Rise, c'est que vous pouvez tester, vous voyez en haut, vous pouvez tester l'affichage selon le support sur lequel vos apprenants vont utiliser le plus votre module. Donc, vous pouvez après voir un petit peu et puis voir ce que ça va donner sur un téléphone, par exemple. Et vous voyez, en termes d'expérience utilisateur, c'est franchement pas mal du tout. Un bel aspect responsive. Voilà, vous pouvez le tester sur tablette et sur votre PC. Donc ça, c'est le côté assez sympa et c'est très simple. En un clic, c'est fait. C'est un des éléments, un des avantages d'un outil auteur, c'est que ça fait intelligemment
plein de choses à votre place. En fait, on se concentre sur le contenu qu'on veut mettre dans sa formation et l'outil auteur vous le fait fonctionner sans que vous ayez besoin de savoir comment fonctionne, quelle est la différence entre une tablette, un PC, de faire des images petites, grandes, etc. Voilà. Donc Quelqu'un après, l'utilise? ouais. Est-ce que quelqu'un utilise Rise Oui, peut-être? oui, oui, Ouais. oui, oui, oui. Ouais, oui. Ouais. Et alors, vous trouvez ça comment? Bah, c'est très pratique. C'est vrai que c'est très pratique d'utilisation, mais je dirais que ça reste du rapid learning par Alors, rapport à un module storyline. Alors, ça reste du rapid learning. Je suis d'accord avec vous, parce que moi, je sais que je me suis très vite ennuyée avec Rise. Mais en fait, alors, je vais vous le montrer. Avec Rise, ce que vous pouvez faire, c'est finalement injecter des mini-modules Articulate. Oui, Donc, on peut ouais, très vite revenir à quelque chose qui ne soit pas du rapid learning. Mm. Et à des choses vraiment très sympas et très interactives. Typiquement, c'est très simple à faire. Vous faites des mini-activités, vous les chargez. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne, par exemple. Hop, vous allez dans Interactif pour tout le monde. Tout en bas, vous allez en fait avoir l'option Storyline. Et toutes les activités que vous avez pu faire dans Storyline, que vous avez enregistrées sous un format Review 360, vous voyez là, nous on en a plein, eh bien, vous les intégrez dans votre Rise. Et après, là, par exemple, c'est une petite jauge qui nous permet de travailler sur notre état émotionnel. Et ben, on se retrouve à pouvoir faire plein de choses de la même façon qu'on utilise Articulate. Voilà. Là, je suis en train de tester. Et puis, voilà, j'ai ma mini-activité. Donc, oui, ça reste très descendant et très rapid learning si vous restez sur ce qui est proposé par défaut dans Rise. Mais encore une fois, si vous poussez l'outil dans ses retranchements et où vous allez tout simplement utiliser absolument tout ce qu'il vous propose, ben là, on a des choses très intéressantes et très esthétiques. Vraiment Oui, très mais esthétiques. on n'a pas la main sur le graphisme. Alors, on n'a pas la main sur certains éléments du graphisme, en effet, mais on a… On a une possibilité de voilà. personnaliser, mais ça reste limité. Tout à fait. Mais Tout par dépend exemple, ce qu'on veut. On va voir les caractéristiques ouais, des outils auteurs et le panorama exactement. et la galaxie des outils auteurs. Il ne faut pas en avoir qu'un, ça c'est sûr. C'est ça, oui, tout à Parce fait. que Tout à fait. sinon, on est enfermé soit dans trop de simplicité si on en a pris un très simple, ou trop de complexité quand on en a pris un qui peut faire tout et qu'on veut faire des choses simples. Donc en fait, on verra, il y a une galaxie d'outils auteurs et c'est vrai qu'il faut savoir utiliser le bon. Et puis en fait, en plus, varier les contenus qu'on donne à consulter aux utilisateurs va éviter de tomber trop vite dans de la monotonie, de choses qui sont du même aspect répétitifs. Je vous ai mis dans la fenêtre de conversation le petit lien vers ce que nous a montré Virginie. Ouais. Et hop, je vais arrêter. Je rajouterais quelque chose sur Rise, c'est qu'effectivement, on peut faire des modules descendants qui peuvent vite être un peu rasoirs, mais avec une conception sympa, on peut aussi faire des choses bien, en fait. Ouais, Si on scénarise, il ne faut pas oublier qu'il y a l'outil, mais même si l'outil est très simple, on peut avoir une scénarisation qui est, elle, assez poussée. Donc, tout à fait. Moi, je me souviens d'un premier module de formation, le premier module de formation sur lequel je suis tombé dans la marmite de l'instrumentation de la formation. C'était sur un IBM PC avec un écran ambre qui me disait « Vous prenez votre voiture, vous allez aller à Lyon, il y a 500 km, combien allez-vous consommer ?» Point d'interrogation. Aucun graphisme, juste du texte. Et en fait, c'était à moi de poser des questions, c'était à moi de dire des choses pour progresser dans le scénario pédagogique, pour apprendre à faire une règle de 3, c'est-à-dire la consommation aux 100 km de ma voiture multipliée par 500 km pour savoir combien je consomme. Et ce module-là était là pour m'apprendre la règle de 3. Et il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de bidule, il n'y avait pas de jauge, il n'y avait pas de curseur, il n'y avait pas de truc. Il n'y avait que de la pédagogie pour me faire comprendre la règle de 3. Sans aucun graphisme. Alors c'est sûr qu'avec du graphisme, c'est plus sympa. Mais on peut aussi faire des choses très pédagogiques sans graphisme et sans interaction. Ouais. On a une question de Dalila. Oui, une question. Je n'arrivais pas à parler, mais je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. On vous entend bien. Très bien.
Et donc voilà, c'était ma question. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de ces outils-là, enfin Rise, Storyline et Articulate, mais je voulais comprendre quelle était la différence entre ces trois. Et c'est sûr que de ce que vous aviez dit par rapport au fait c'est très limité, surtout pour le scolaire un petit peu ou universitaire, ça reste assez basique comme module d'apprentissage ou peut-être aussi pour aller les encapsuler dans des LMS existants, peut-être après pour réutiliser le contenu. Moi, c'est ça qui me... Alors, n'importe quel outil auteur vous permette de faire des choses pour l'éducation ou le marché de la formation professionnelle ou même le primaire ou le secondaire ou les études supérieures. Ça dépend ce que vous voulez faire. Et Ah tous oui, les outils auteurs, en général, peuvent s'intégrer dans une plateforme e-learning. C'est ça l'intérêt d'un outil auteur aussi. Et d'avoir du tracking et du scoring, c'est-à-dire savoir qui a regardé quoi, quand et avec quels résultats si vous avez posé des questions. Mais si vous voulez faire, par exemple, une simulation de chimie ou de physique, c'est sûr qu'il faudra un outil complexe qui vous permet de faire des simulations. Par rapport à un outil plutôt simple qui va plutôt être dans l'exposé. d'accord. Exactement. Et pour répondre à votre question, Articulate, c'est la suite, hein, en fait, c'est la marque. Storyline, c'est un outil auteur historique dans cette suite qui est sûrement le plus élaboré de la suite parce qu'il va permettre de faire, comme disait Philippe, des simulations et plein d'autres choses. Et Rise, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment son petit frère, donc beaucoup plus simple à prendre en main, avec voilà, ces visuels plutôt inspirés du web, alors que Storyline quand même vient du PowerPoint, hein, on reste dans... Même si, encore une fois, pareil, on peut tout à fait en sortir et faire des choses très différentes dans Storyline. Mais voilà, un qui est très complet, qui permet de faire plein de choses, mais il faut 2, 3, 4 jours pour le prendre en main, plus beaucoup de mise en pratique, qui est Storyline, et Rise, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à prendre en main, mais un peu plus limité. Bien que, quoique, finalement, la limite reste votre imagination et, et vos compétences pédagogiques. Et vous allez voir qu'il y a une quantité d'outils auteurs incroyables qui en arrivent tous les jours, que les acteurs se chamaillent les premières places ou les bonnes places. On va voir ça. Je reprends la main, Virginie, ça te va? Complètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils auteurs? C'est fait pour. Alors, je vais vous demander de retourner sur WooClap et de me dire ce qu'on peut produire avec un outil auteur. Je vous redonne le lien WooClap. C'est le même, mais je vous redonne. Quel type de contenu on peut produire avec un outil auteur, selon vous? Type par rapport au format ou Oui. du Ouais. HTML, l'évaluation des quiz, Donc là, vous nous dites des évaluations de la vidéo interactive, des quiz, des formations autoportantes, des modules auto-formatifs, des simulations. Des gestions type forum. Et non, un outil auteur ne se concentre que sur le contenu. Les forums, les interactions, c'est réservé à la partie plateforme, ce qu'on appelle le LMS. C'est complémentaire. L'un a besoin de l'autre et réciproquement. Les contenus qu'on produit avec un outil auteur vont dans la plateforme et c'est la plateforme qui les fait jouer et qui les rend disponibles aux utilisateurs et qui met à disposition les outils d'interaction sociale, comme les forums. Du mobile learning, des activités pédagogiques, des podcasts, des simulations, des escape games. Et oui, on peut faire tout ça avec les outils auteurs. Du mobile learning, des mini-jeux, de l'onboarding. Et oui, on peut faire tout ça avec les outils auteurs.
Si on vous donne, on avait la définition, on va garder sous le coude. Créer des contenus à déposer dans une plateforme, ça sert à ça, un multi-auteur. C'est donc, comme vous nous l'avez dit, pour produire des contenus, mobile learning, module e-learning, des vidéos, de l'immersive learning, des quiz, de l'évaluation, etc., etc., etc. Si on voulait caractériser les outils auteurs avant de les citer, puisqu'après vous allez nous parler de ce que vous connaissez et de ce que vous utilisez, si vous en utilisez. C'est un outil qui est dédié à une production d'un type, qui est optimisé, c'est-à-dire qu'il a toutes les fonctionnalités pour le faire vite et bien. On n'est pas obligé de le tordre ou de le combiner avec plein d'autres choses. Normalement, il est optimisé pour faire facilement ce pour quoi il est fait. Il est documenté, c'est-à-dire qu'il y a de l'information qui vous dit comment produire des contenus de formation avec. Il est soit autonome, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre en main de vous-même, soit pour des outils plus complexes, vous êtes obligé d'avoir une formation. Soit une formation sur laquelle vous allez suivre une formation, ou soit vous apprenez par vous-même en regardant des tutoriels, etc. Mais il y a vraiment des catégories d'outils. Les outils où il n'y a pas besoin du fucking manuel et les outils où il y a besoin du fucking manuel. En général, ceux qui ont besoin de formation sont plus complexes que les autres et permettent de faire des choses plus sophistiquées. Il peut être réservé aux professionnels ou pour monsieur tout le monde. Rise peut plus facilement se mettre dans les mains d'un prof d'école et Storyline 360 va plutôt se mettre dans les mains d'un intégrateur multimédia. Il est soit en ligne, on vous le conseille très fortement, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder depuis n'importe quel outil et tout le monde peut y accéder. Ou alors en local, c'est-à-dire vous installez une application dans votre ordinateur et vous êtes seul à travailler avec. On vous conseille très fortement les outils en ligne parce qu'effectivement, c'est des outils qui vont permettre la collaboration, le travail à plusieurs, le fait de faire tester à des utilisateurs pendant que vous êtes en train de le mettre au point, de le faire valider par les experts qui vont vous donner des remarques sur vos contenus pendant que vous êtes en train de poursuivre la production, sans être obligé de s'envoyer des fichiers, s'envoyer des mails, etc. Donc, le local, pas vraiment conseillé. Il produit des contenus qui fonctionnent sur tous les terminaux, c'est-à-dire qu'il fait à votre place le travail d'ajustement automatique d'un même contenu unique pour tous les outils de consultation, qui n'impose pas de lecteur, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin d'installer quelque chose de particulier sur leur machine pour le voir, comme ça a été obligatoire à une certaine époque où il fallait installer un outil pour accéder au contenu pour les gens qui le consultent. Qui porte en SCORM, quel gros mot. Qui peut nous dire ce que c'est que le SCORM? C'est la norme qui permet le tracking. Oui, c'est ça. C'est un standard. Un standard, voilà, pas une norme, un standard. Qui est implémenté sur pratiquement toutes les plateformes de formation, les plateformes LMS, et pour lequel pratiquement tous les outils auteurs sont capables de mettre le contenu à ce standard. Une fois que vous avez un contenu qui est SCORM et que vous avez une plateforme qui est SCORM, c'est-à-dire quasiment tous les outils auteurs et toutes les plateformes, quand vous mettez un contenu SCORM dans une plateforme SCORM, quand le contenu est joué dans la plateforme, il y a un dialogue entre le contenu et la plateforme qui permet d'avoir des tableaux de bord qui dit Philippe a lancé le module machin aujourd'hui à 15 h, il a passé 15 minutes dessus, il a répondu au quiz et il a eu 65% de bonnes réponses. Sans qu'on ait autre chose à faire que créer le quiz dans l'outil auteur et d'importer le contenu dans la plateforme. Les deux se sont posés tout seuls. Et qui s'intègre dans un processus de conception, production, validation, c'est-à-dire que c'est un outil qui sait qu'un contenu, ça ne se réussit pas du premier coup et tout seul. Et qu'il faut donc pouvoir donner des accès à plein de personnes pour le tester, pour le commenter, pour le corriger, pour la noter, etc., etc. Voilà, on aurait pu donner plein d'autres caractéristiques. Peut-être que vous en voyez d'autres.
Est-ce que vous voulez compléter cette liste pour… on a discuté entre nous, savoir si on allait mettre des outils simples et des outils compliqués, mais le simple et le compliqué est tellement relatif à votre niveau initial et à votre appétit et aisance avec le digital qu'un outil qui peut paraître simple pour quelqu'un va être compliqué pour un autre. Donc, on a enlevé ce critère. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Si jamais j'ai un contenu que je voudrais utiliser, que ce soit pour du papier et pour le numérique, je ne peux pas utiliser ce type d'outil, d'outil auteur. Parce que le contenu, je ne pourrais pas trop l'exporter au format où je pourrais un peu le manipuler pour faire du print. Le RISE, il s'exporte en PDF. Oui, plus votre contenu est simple, Oui. moins il contient d'interaction. L'interaction, c'est fait pour cacher du contenu qui n'apparaît que avec certains comportements de l'utilisateur, qui ne se déclenchent que quand l'utilisateur a fait certains comportements. Il a cliqué ici, il a tiré sur le petit machin, il a fait ça avant, etc. Les interactions sont faites pour donner accès à l'intégralité du contenu qu'on a mis dans l'outil, que quand l'utilisateur le manipule. Eh bien, plus vous avez mis d'interactions, et moins ça sera facile de le transformer en document lisible, sous forme papier. Oui, bien sûr, j'imagine. Et en plus, moi je rajouterais une chose, c'est que si vous voulez faire les deux, vous risquez de tomber dans un module tourne-page où vous allez finalement favoriser la lecture parce que vous allez penser au résultat print. Et du coup, vous risquez de tomber de retomber sur une production très descendante. Donc, de mon point de vue, et bien sûr, le désaccord est le bienvenu. Je produirai d'un côté un module et de l'autre une version imprimable, mais Oui. sûrement pas avec pour objectif de faire les deux à partir d'un même support. C'est vraiment tout le problème actuellement pour le scolaire, c'est que le papier demeure quand même un moteur, mais ils veulent quand même du numérique et pour la production, c'est quand même compliqué et économiquement et au niveau du temps de pouvoir lancer deux productions en même temps, c'est pas optimal. Enfin, c'est juste cette étape-là qui est un peu aujourd'hui problématique des maisons d'édition scolaires, c'est de pouvoir sortir du numérique et du papier en même temps parce que le papier demeure quand même quelque chose qui est moteur au niveau des écoles et des universités et du collège, du secondaire. Il est certain qu'il y a un chemin qui est plus facile à faire dans un sens que dans l'autre. Il est plus facile d'aller du papier au digital, c'est-à-dire d'ajouter de l'interaction à un document qui est exhaustif et linéaire, que l'inverse, de rendre exhaustif et linéaire quelque chose qui a été conçu pour être interactif. Et puis, de toute façon, ce qui a été conçu, pensé papier, ne donne pas forcément un bon résultat quand on le transpose, tel quel pour le Bien sûr, bien C'est sûr. sûr, c'est sûr. C'est vrai que les établissements universitaires, les écoles utilisent aussi les outils qu'on appelle les chaînes éditoriales qui permettent de rentrer le contenu une fois pour toutes et d'exporter à la fois en quelque chose d'interactif, mais assez descendant quand même, et puis de faire de l'export papier. Mais avec toutes les limites que vous venez de donner du fait que voilà, le problème c'est de concevoir pour ce qu'on veut en faire en fait. C'est vrai aussi pour tout ce qui est mobile, c'est pareil en fait. Pour qu'on ne soit pas pareil si on utilise uniquement sur téléphone ou majoritairement sur PC. On va avoir les mêmes questions qui vont se poser en fait. Ouais. Merci. Bon, alors on fait l'inventaire. Allons-y. Les poids lourds, les poids plumes, les poids coques, les petits pois, les pois gourmands. Qu'est-ce que vous connaissez comme outil auteur? Qu'est-ce que vous pouvez nous citer? Allez, on a dit Rise, on a dit Storyline. Captivate. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Moodle. Pardon? Moodle, c'est pas un outil auteur? C'est une Non, plateforme. c'est une plateforme. C'est ce qui permet de diffuser. Et à ECMG de Talentsoft, ça s'appelle plus ECMG maintenant. D'accord. Mais il y a quand même un endroit où on crée du contenu. Oui. Ok.
Dans les plateformes, effectivement, vous pouvez considérer qu'il y a des outils intégrés. c'est ça. Oui. Voilà. J'ai entendu Captivate aussi. Ouais. Ouais, Captivate. Vous pouvez l'écrire aussi dans la conversation si vous voulez. Lectorat. Oui. Ça s'appelle même Lectorat Publisher, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, dans ceux que vous avez utilisés, hein, n'hésitez pas, quand vous en avez utilisé un de ceux que vous allez citer, à nous dire quelques mots sur cet outil et ce que vous en avez pensé. Pour faire du mobile, pour d'autres situations, serious game. Immersif. Bon, alors, Et dans la suite Adobe, il n'y a pas. ça c'est un spécialisme. Voilà, Alors, provoque. Adobe, c'est Captivate. Ah, c'est Captivate, ok, merci. Captivate est chez Adobe. Oui, c'est pas vraiment dans la suite, mais c'est chez chez Adobe, pardon. Merci. Est-ce qu'on considère, par exemple, InDesign comme étant un outil auteur? Non. non, C'est un outil de... non. C'est un outil de publishing. C'est du print. Vous en voyez d'autres? Oui, il y a des outils qui permettent de faire des scénarios ou d'utiliser de la 3D, de la VR comme VTS Editor, IT Studio. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore ITcom. Sphere, ouais, Oui, Sphere, scénario. Ouais. Alors après, on vous a fait un petit catalogue, hein, classé, tout ça. Hein. Ok. J'ai une petite Camtasia. question. Avec Ouais. Camtasia aussi. Ouais. Tous ces outils, ils sont gratuits, payants? Tous payants. Non, payant. Et annuellement pour certains. Tous. Oui. Il n'y a rien de gratuit. Non. Alors, il y en a dans notre catalogue quelques-uns Ouais. qui sont gratuits, mais très peu. Et en général, il y a une forte contrepartie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas produire beaucoup de contenu, ou il est obligatoirement hébergé chez l'éditeur, ou il est obligatoirement tagué par l'éditeur, etc. Donc, eSpring, on voit ouais. aussi. eSpring. On tourne quand même beaucoup autour de PowerPoint, hein, avec Storyline, eSpring, Ouais, Captivate. Et il y a des outils Il y a auteurs tous les outils. pour des formats un peu plus standardisés, comme du XML, par exemple. Ah ben, ouais, là, il y a la, comment ça s'appelle Scénari, la chaîne éditoriale La Scénari. chaîne dont je parlais tout à Scénari, l'heure. ouais. Oui. Il y a aussi une chaîne aussi éditoriale qui s'appelle X-Editor. Moi, j'ai déjà vu ça quelque part. Puis il y a tous les outils de mobile learning comme Biddies, Teach on Mars. On y vient. Bien. Ouais, Tom. Bon, alors, on vous montre notre liste. Et Elucidate aussi. Élucidate. Yes. Ah oui. Et alors, avant d'aller à la préliste, est-ce qu'il y en a que vous avez utilisés? Est-ce que vous les avez appréciés? Et si oui, pourquoi? Parce que bon, des noms, c'est bien, mais des retours d'expérience, c'est mieux. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi j'utilise beaucoup Storyline, Rise. Je suis en train de relire la liste. Ouais, beaucoup ça. Selon le besoin, hein, les deux sont intéressants, comme on l'a dit tout à l'heure. Rise est plus rapide à prendre en main, va permettre de faire du module qui est réellement responsive, c'est-à-dire qui s'adapte vraiment aux différents contenus, aux différents périphériques, comme l'a montré Virginie. Storyline se dit responsive, mais c'est le lecteur qui est responsive, c'est-à-dire que le contenu à l'intérieur ne se réorganise pas comme on l'a vu tout à l'heure, mais il rétrécit, en gros, hein, c'est plutôt un zoom si on veut simplifier. Les deux sont complémentaires, comme disait Virginie, on peut mettre du storyline dans Rise, mais avec la limitation que pour le coup, le côté responsive en prend un petit peu un coup, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, juste les premiers mots qui me viennent à l'idée. Bon, moi c'est pareil, j'utilise Storyline. Et par exemple, là, je mets à distance une formation de formateur, donc il y a des modules plus importants sur Storyline et des mémos que je fais avec Rise. D'accord. Oui, donc Storyline et Rise,
sont très présents. Ouais, Ouais. oui. C'est les stars du marché. Et j'ai utilisé Talentsoft et j'ai fait un MOOC sur Sphere. Voilà. Ah, Waouh. Lectora est un bon outil aussi, hein. Moins facile à prendre en main si on n'en connaît pas déjà un, on va dire. La courbe d'apprentissage est plus difficile, mais c'est un outil intéressant aussi, Lectora. ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un monde qui est un peu complexe. Hein, je le dis pour ceux qui n'ont pas d'expérience et qui sont là pour appréhender un petit peu ce que c'est que les outils auteurs. C'est un monde complexe qui a ses logiques particulières, qui a ses références, ses codes, son vocabulaire. On va parler de modules, de séquences, d'étapes, de choses comme ça, alors que la référence qu'on a tous, c'est les slides de PowerPoint. On va parler de feedback, d'interaction, de score, de choses comme ça. En fait, l'outil est un révélateur de la complexité d'un contenu de formation en ligne. Et il vous impose de savoir composer avec la durée, l'alternance des formats, comment est-ce qu'on définit un seuil de réussite d'un quiz. Si par exemple vous me dites, bah, moi je vais mettre 75% de bonnes réponses à un quiz, je dis que vous allez juste récompenser l'élite et que à partir de 60%, vous commencez à être populaire. Mais sinon, si vous mettez 60% de réussite à un quiz, vous allez récompenser que les gens qui se trompent quasiment jamais. C'est-à-dire les gens qui n'avaient pas besoin de se former parce qu'ils savaient déjà presque tout. Voilà, donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec choisir ou pas le bon outil. C'est être à l'aise avec des notions que l'outil vous oblige à utiliser. Et si vous rajoutez à ça les outils qui sont capables de faire de l'interaction, il va falloir que vous sachiez faire des interactions qui sont compréhensibles par tout le monde. Donc, être capable de rédiger des consignes qui sont limpides. Faut pas confondre consignes et complément d'information ou apport pédagogique. Faut pas confondre le narrateur et l'accompagnateur. Enfin, voilà, on pourrait en parler très longtemps, mais les outils auteurs vont vous obliger à être à l'aise avec ces notions-là. Question qu'on ne se pose absolument pas quand on rédige un PowerPoint. Cependant, le résultat n'est absolument pas le même. Comment on peut avoir, comme surtout des gens qui ont l'habitude de rédiger pour le papier, qui petit à petit sont obligés de rédiger pour du coup du numérique et passer à des outils auteurs comme ça, comment ils peuvent, il y a des formations pour changer Oui. de technique, de façon de faire? Comment Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Oui. Il y a des formations d'ingénierie pédagogique, de concepteurs pédagogiques où on aborde ces notions-là. Puis après, des formations aux outils. Ouais. Mais j'ai envie de dire, déjà, en étant plein de bon sens, faisons commencer ces personnes-là par des outils relativement simples à prendre en main, parce que si le gap est trop conséquent, c'est décourageant déjà pour eux. Et puis surtout, ça risque de donner des résultats qui ne vont pas aller dans le sens, on va dire, d'un apprentissage agréable et pertinent pour les apprenants. Et pour prendre un exemple, par exemple, quand vous dites c'est des gens qui sont habitués à écrire, à rédiger, quand on écrit pour du contenu de formation multimédia, on s'adresse à celui qu'on forme. C'est-à-dire que dans la rédaction, on va être beaucoup plus proche du langage parlé que du langage écrit. Si on veut être en connivence avec la personne qu'on forme, si on veut qu'il sente qu'on s'adresse à lui, qu'on s'intéresse à lui, c'est le langage écrit, un peu trop formalisé, va pas tout à fait être adapté ou va pas donner cette relation avec l'individu. Il faut avoir l'esprit de synthèse aussi. Et il faut avoir l'esprit de synthèse. Exactement, on est vite tenté, hein, à la faveur des outils, de faire des scénarios très compliqués avec de multiples embranchements. Il n'y a rien de mieux pour rallonger la durée d'un module et puis perdre les apprenants. Et quand on rajoute par-dessus une couche souvent peu ragoûtante de dialogue très mal écrit,
parce qu'on aime bien mettre en situation parfois des personnages, ou qu'ils soient bien faits ou pas bien faits n'est pas la question, hein, mais écrire des dialogues, c'est aussi, si ce n'est un talent, au moins un métier. Et c'est vrai que c'est vite soporifique. Donc je rejoins Florence, hein, quand je crois que c'est toi, Florence, qui disait Oui. ça, hein, c'est faire court, essentiel, et comme l'a dit Philippe, emprunter au langage oral et parlé, quoi. Sinon, c'est vite tarte à la crème, hein, c'est indigeste. Mais du coup, pour faire tous les éléments que a donné Nicolas, avoir des gens qui savent rédiger, c'est plutôt un atout, en fait. C'est plutôt un atout. Il faut apprendre les techniques De après liées. rédiger pour le digital learning. Tout à fait. J'ai discuté une fois avec Florent Morin, qui est quelqu'un qui ressemble beaucoup. Enfin non, je ne vais pas faire la comparaison avec quelqu'un parce que vous le connaissez peut-être que du fait de l'actualité, mais c'est quelqu'un qui, Florent Morin, faisait beaucoup de web documentaires à une certaine époque et avec beaucoup de gamification. Et aujourd'hui, il est bien plus porté sur le jeu. Et en déjeunant une fois avec lui, en lui expliquant comment étaient structurées les entreprises qui sont les prestataires de digital learning, il s'étonnait en fait de m'entendre dire qu'on écrivait des dialogues, mais qu'il n'y avait pas d'auteur comme profession dans nos entreprises, et que c'était des concepteurs pédagogiques qui écrivaient des dialogues. Ça l'a scotché. Il a mis un petit moment à comprendre comment quelqu'un dont c'est pas nécessairement le métier, qui n'a pas reçu de formation pour ça, se lançait dans la rédaction de dialogues, de mise en situation, de déroulé de scénarios. Mais voilà, c'est aussi l'image de l'écart qu'il y a entre son métier puis le nôtre, hein, qui a engendré cette réaction, mais qui n'était pas complètement fausse. En fait, si vous avez une expertise, si vous êtes un expert d'un sujet et que vous voulez, en toute autonomie, c'est-à-dire tout seul, produire un module de formation, il vous faut 3 gammes de compétences. La gamme des compétences pédagogiques. Être expert sur un sujet ne veut pas forcément dire qu'on sait très bien en parler. Donc, il faut connaître la pédagogie. La deuxième chose, c'est ce que disait Nicolas. Il faut savoir concevoir et rédiger pour le multimédia, pour des contenus de formation. Et la troisième gamme de compétences, c'est les compétences techniques. Il va falloir que vous sachiez réduire une image, enregistrer une vidéo, récupérer des choses sur le web, changer de format, savoir gérer les problèmes de typo, de poids des médias, tout ça. Donc, l'outil auteur, c'est pas magique. Ça fait des choses formidables, mais ça ne se substituera jamais à ce besoin de l'ensemble des compétences qu'on vient de citer. On parle pas, excuse-moi, parce qu'effectivement, on ne parle pas que d'écrit, hein, je réponds un peu à Dalila aussi, on ne parle pas que d'écrit pour le coup, de transférer, faire de l'écrit, mais il y a tous les autres formats qu'a cité Philippe, hein, le fait de faire de la vidéo, d'utiliser de la réalité virtuelle. Alors ça ne s'adapte pas à tout le monde, à tous les projets, bien entendu, hein, mais ça élargit en fait ce qu'on peut. On ne cherche pas seulement à transposer, à refaire autrement, mais aussi à proposer d'autres formats. Et donc forcément, ça va plus loin aussi. Puis je rajouterais aussi qu'il y a toutes les notions d'ergonomie et de notions de neurosciences dont on entend parler. Créer un écran multimédia, c'est pas que de la technique, c'est aussi savoir capter l'attention au bon endroit. Il y a ce genre de connaissances aussi à avoir. C'est super important ce que tu dis, Isabelle, parce que ce qu'il faut, pourquoi Rise nous plaît autant alors que c'est un outil finalement très pauvre, hein, fonctionnellement, c'est qu'il respecte le sens naturel de lecture sur un écran. C'est-à-dire qu'on fait de la lecture verticale. Et je vais vous simplement citer une anecdote qui, moi, a alimenté juste ma réflexion, parce que ce soir, il faut que j'envoie justement un Rise pour convaincre un client de faire ce que disait Florence, des mémos. C'est-à-dire qu'on fera des beaux modules un petit peu chiadés, puis on fera des petites synthèses sous Rise. Mais l'idée était d'adopter ce que j'ai vu faire il y a de très nombreuses années par les auteurs de bande dessinée, quand ils se sont dit « Bon, ok, le sens naturel de lecture avec du papier, parce qu'il est relié, c'est de tourner les pages, mais sur un écran, si on veut donner à lire une bande dessinée, le sens naturel de lecture est vertical, on défile. Et donc, ça invite effectivement à réfléchir à
ce qu'on propose, comment on le propose, l'ergonomie, etc. Et c'est vrai que des modules de e-learning avec ce satané bouton suite, c'est pas pour rien que le collectif s'appelle bouton suite. Ce fichu bouton suite ne devrait jamais, jamais, jamais exister. C'est pas normal qu'il y ait un bouton suite. Est-ce que, enfin, voilà, c'est vraiment, c'est super intéressant. Enfin, on est un peu hors sujet, on sort des outils, mais ça invite à cette réflexion aussi pour ne pas céder à la facilité de l'écran qui laisse sa place à un autre, puis un autre, puis un autre. Oui, sauf que parfois, quand on met pas un bouton suite, ça nous est arrivé plus d'une fois. Ah, oui, On nous oui, dit, oui, mais oui. où il est? On le veut! Oui, c'est Et pour on ça fait, qu'on s'appelle comme ça. arrêtons! C'est tout un symbole, d'où le nom du collectif, ce bouton. S'il ne doit rester qu'un bouton, ce sera suite. Bien, alors, notre petit catalogue. Voilà ce qu'on vous propose. Les poids lourds dans lesquels on a mis Storyline, Captivate, Easy Generator, Elucidate, etc. Les petits poids plumes dans lesquels il y a Rise, TeachUp, qui est un super petit outil fait par VeryUp, une petite boîte lyonnaise. Enfin, c'est pas une petite boîte. H5P, c'est un outil J'ai utilisé open source. H5P. Comment? J'ai utilisé, oui, H5P, oui. Ouais. Ça, c'est très pratique. Très pratique pour faire des petits contenus, Ouais. pour faire des petits grains, c'est vachement bien. Pour faire de la vidéo, vous avez XPLI, vous avez Ion, vous avez Cumulus qui fait de la vidéo interactive. Si vous voulez faire de l'immersive, vous avez Sphere, vous avez Uptail, qui est un chouette outil auteur. Mais on l'a mis après Sphere, qui est quand même le top. Vous avez VTS Editor, vous avez Pitchboy. Il y a les poids mobiles pour faire des contenus spécialement pour le mobile learning, Biddy, Teach on March, InTeach, Pangon. Et la liste devrait s'allonger assez rapidement parce que c'est un créneau qui marche vraiment bien. Le mobile learning, quand c'est bien fait, les petits grains de micro-learning, c'est vraiment super chouette. Des outils pour faire de la vidéo. Nicolas, je te laisse poursuivre la liste des DJ, des fests, des smartphones. J'ai juste ajouté des petits outils qui me sont toujours chers parce que c'est des outils qui se trouvent principalement sous la forme d'applications et avoir son ordinateur dans sa poche, c'est juste génial. Headliner est un outil sympa qui pourrait séduire beaucoup d'entre vous parce qu'il existe dans une version gratuite et en plus, il a la faculté de sous-titrer vos vidéos automatiquement. Donc ça peut vraiment vous rendre service. Canva, vous connaissez, ça vous permettra de produire plein de visuels. Ça va de la production du petit flyer d'invitation à une formation à des visuels, pourquoi pas, à utiliser dans vos formations. Il y a des petits outils, je crois qu'on a oublié comment il s'appelle. Geniali. Alors, on a oublié Yes. Geniali, effectivement, qui est absolument super comme outil et qui va évidemment encore plus loin. Les outils comme Loom, et j'avais oublié Vidéo Ask, c'est des petits outils où on se filme un peu en mode selfie et on peut envoyer ça donc à ses apprenants et ça permet de générer de l'interactivité. Donc, ça peut précéder une formation, ça peut la suivre, ça peut être utilisé dans le courant d'une formation, que l'on soit en blended ou pas du tout, ça n'a aucune importance. Mais c'est des outils un peu d'échange. Et Loom est sympa parce qu'il permet en plus de faire ce que l'on fait là, on enregistre son écran, on apparaît dans une petite pastille et on peut l'envoyer. Et puis les autres, vous les découvrirez. J'ai voulu ajouter ce qui permet de produire des vidéos. On en avait parlé, vous étiez là pour la plupart d'entre vous, donc je ne vais pas trop insister. Il y en a pour faire des podcasts sur son smartphone, mais ça existe aussi en version ordinateur et c'est en gratuit aussi. Donc c'est super, super intéressant. Et puis j'ai voulu ajouter des outils qui s'utilisent en mode live. Alors, ils ne sont pas dédiés évidemment à la formation, même si l'éditeur de Chalk, dont le nom m'échappe, ça tient en 3 lettres en plus, c'est tellement stupide que je ne m'en souvienne pas, qui est un acteur de la réalité augmentée, parle beaucoup de formations. Ils ont même un outil qui s'appelle Expert Capture qui existe chez eux. Chalk, c'est une petite appli pour tout simplement se mettre en relation, moi expert à mon bureau, avec un stagiaire en cours de formation qui serait sur site et je pourrais voir ce que sa caméra me montre et ajouter des annotations sur ce que j'observe
qui lui seront accessibles. Donc, c'est une forme de télémaintenance historiquement parlant, mais c'est aussi une forme d'assistance à distance. Et puis, dans un contexte de formation en situation de travail, eh bien, on va multiplier ce type d'usage. Et Pilote, c'est à peu près la même chose, par un éditeur que vous connaissez peut-être ou pas. Et là aussi, ce soir, j'ai un problème avec les noms, mais quand un de vos responsables en informatique ou le support informatique prend la main sur votre ordinateur, c'est souvent cet éditeur-là qui fournit des solutions et qui a créé donc eh bien, une extension Pilote et qui permet justement de guider quelqu'un à distance, de l'assister, de le former. Voilà. Alors, il y a ça, mais il y a aussi ça. Ah bah, c'était là, génial. Ah bah voilà. Et voilà. Et VideoAsk Des outils aussi. complémentaires pour produire des contenus, parce qu'on peut produire des contenus avec Bicast, avec Kaksoon, avec Hypersay, avec Clap, avec Canva, avec Genially, avec VideoAsk, avec ThinkLink. La liste est infinie, hein, des outils qui vous permettent de créer des contenus de formation. Et des outils comme ThinkLink que vous connaissez, hein, j'imagine pour la plupart d'entre vous, ça permet de créer en fait des visuels avec des hotspots, donc de rendre des images interactives. C'est quand même des acteurs qui, et ce sont peut-être pas les seuls hein, dans la liste, mais qui glissent aussi vers l'exploitation de ce que l'on peut faire en contenu présumé immersif. ThinkLink a aussi créé donc une extension permettant de prendre en charge les visuels à 360 et très rapidement d'ajouter des petits hotspots et de rendre ça interactif. Donc c'est un secteur qui s'étoffe en termes de solutions aussi. Je vous ai évité les cloches de 19h dans mon village. Mais c'était chouette, on les entendait, super. Je vous ai mis dans le lien le petit Koggle qu'on a commencé à faire et qu'on enrichira avec la classification des outils. Voilà, vous aurez le lien aussi dans la page de restitution, la même que celle qui vous a servi à vous inscrire sur le site Bouton Suite. On mettra le lien vers ça et puis on le mettra à jour régulièrement pour que vous ayez la bonne liste des outils. Voilà. Comment on décide ? Ismaël nous posait la question, est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que ça marche sur Mac ou sur PC ? Effectivement, gratuit ou payant. Beaucoup de payants, très peu de gratuits. Est-ce qu'il faut une licence ou un abonnement ? C'est-à-dire j'achète une fois et je fais ce que je veux, ou régulièrement je suis obligé de payer pour continuer à pouvoir m'en servir ? Est-ce que je l'utilise occasionnellement ou pas régulièrement ? Est-ce que je travaille en équipe ? Quelle est la taille de l'équipe ? En local ? Quel niveau de créativité, etc. etc. Est-ce qu'il y a des templates ? C'est tous les critères qu'il faut prendre en compte pour choisir un outil, bien au-delà de ce qu'on peut penser du résultat final. On peut être séduit par l'aspect du résultat final d'un outil ou être moins séduit, mais finalement l'outil a plus de qualités moins pas visibles, mais qui sont plus proches de votre besoin. Donc c'est vraiment tous ces critères-là qu'il faut prendre en compte et malheureusement, ça mérite d'y investir un peu de temps pour les tester, d'avoir de l'expérience pour pouvoir les comparer. Donc, trouvez tout de suite le bon outil qui va vous convenir. Si vous me posiez la question, quel outil choisir là tout de suite, je serais infoutu de vous dire celui qu'il faut prendre pour démarrer. Pour tout outil, il faut d'abord examiner le besoin, effectivement. Parce qu'à cette Exactement. liste-là, on peut en rajouter d'autres. Est-ce qu'on a besoin de faire un contenu multilingue ou pas, par exemple ? Est-ce qu'on a déjà des compétences ? Est-ce qu'on a du temps à y passer ? Il y a plein de choses. On n'a pas parlé des outils de recettage aussi, qui ne sont pas les outils auteurs, mais qui, dans le process, simplifient sont une étape importante dans le projet, en fait. Et donc, c'est vrai que entre acheter une licence toute seule, perpétuelle, et un abonnement qui, en fait, donne accès à l'outil et à d'autres outils, notamment des outils de recettage associés, qui permettent collaborativement de faire des commentaires, en fait, sur un contenu. Ça peut être aussi la justification. C'est vrai qu'en fonction de chaque situation, il faut répondre à ces questions-là, en fait. Ouais, tout à fait. Exactement. Alors, dans cette première partie, ce qu'on voulait, c'était vraiment dresser le panorama, vous donner un petit aperçu comme l'a fait Virginie, de ce que pouvait servir, à quoi pouvait servir un outil auteur et à quoi ça ressemblait. C'est pas bien compliqué. Ça peut devenir très compliqué
en fonction de certains outils. Il y en a pléthore, donc en général, il faut en choisir plus qu'un et les combiner ensemble, puis choisir celui qui vous convient. Mais c'était vraiment l'objectif, c'était de faire un premier panorama et de vous donner des outils. Maintenant, la deuxième partie, ce qu'on va essayer d'aborder, c'est comment est-ce qu'on utilise bien un outil auteur, hein, les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber, etc. Ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Entre-temps, on aimerait bien discuter, non pas d'un point de vue théorique, mais en pratique, sur ce que vous avez fait ou produit avec des outils auteurs. Donc, lancez-vous. On vous met au défi de nous envoyer à Bouton Suite, à Hello@Bouton Suite, un lien, un contenu, un WeTransfer, etc. Et puis on parlera de ça, ça nous servira de matière première pour voir les bonnes pratiques, voir les petits détails qui en général échappent mais qui peuvent être des pièges. Produire avec ce que vous voulez dans la liste de ce qu'on vous a donné. La majorité des outils ont au moins un accès de test, de démo qui ne nécessite pas de payer. Ça vous permettra de tester et de faire un premier contenu. On vous invite Geniali, XP ou ce que vous voulez, mais comme pour la vidéo mobile, essayez de nous surprendre, parce qu'on a été très surpris pour la vidéo mobile par la qualité de ce que vous avez produit. Essayez de nous surprendre, à nous faire un petit contenu et envoyez-nous ça et ça nous permettra de démarrer la discussion sur les bonnes pratiques des outils auteurs. Qui se sent capable de relever le défi? Mais là tout de suite ou pour la prochaine fois? Pour la prochaine fois. Ah, j'ai peur. C'est l'heure de En l'apéro. live, en live. Non, Ah on veut un contenu dans 5 minutes. Non, non. Ouais. Voilà, Là, c'est l'apéro. plus du défi. Il vous faut des super pouvoirs. Oui. Ouais, j'ai essayé. Ouais, Geniali porte super bien son nom. C'est un petit peu le nudge là, hein, mais Geniali porte bien son nom. Ouais. Et oui, comme tu disais, Rise a une version gratuite, donc quelques temps. Ouais. Et simple, hein, voilà, faites simple pour démarrer. Faites-vous plaisir surtout. Et voilà, Ah bon? c'est fini. Et voilà. C'est fini. J'ai failli le chanter, mais Ouais. il faut pas. Ouais, nous, le soleil revient à peine, donc merci Nicolas. On aimerait le garder, si tu veux bien. Ok. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Merci de votre participation. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. 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 Merci à tous. Ciao, Au revoir. merci. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.